la stabilité du pays. Alors un autre exemple de l'action que vous avez commencé à mettre en œuvre, c'est un outil technique. Vous voulez identifier et tracer toute la filière bois, depuis la coupe jusqu'aux scieries, en passant par le transport, la vente. Où est-ce qu'on en est, où en êtes-vous de ce dossier? Parce que c'est effectivement la base de connaître son terrain pour pouvoir agir. C'est ça. Mais en même temps, ou bien un peu avant ça, on veut aussi recenser tous les acteurs du bois. Et recenser. Voilà. Tous les acteurs du bois, tout ça, ça participe de la volonté de traçabilité. Justement, c'est, je ne dis pas une difficulté, mais le fonctionnement des eaux et forêts a été tel que ça a laissé beaucoup d'investisseurs sceptiques. Quand je dis sceptique, je suis gentil parce qu'ils ont quasiment parfois même abandonné le fait de travailler avec les eaux et forêts. Donc, il faut remotiver les bailleurs de fonds. Il faut remotiver tous ces organismes-là. Et si nous y réussissons, cette opération se fera aisément. Et Dieu seul sait que si ça réussit, on aura à la limite maîtrisé 90% de l'objet. Ouais. Troisième moyen de nature différente, il est juridique. Vous avez mis en application un décret qui date de 1994 du président de l'époque, qui interdisait l'exportation de bois brut. Mais on se demande pourquoi depuis 1994 ce décret n'était pas appliqué. Bon, on est en 2016. Oui, je pourrais botter en touche en vous disant qu'en 1994, je n'étais pas là. Mais l'administration étant une continuité, je suis censé savoir et je suis censé faire la continuité. D'après ce qui m'a été dit par les techniciens que j'ai trouvés en place, ce décret a été pris. On n'a toujours pas su vraiment la pertinence à l'époque. Toujours est-il que, aussitôt après, ça a montré ses limites. D'où il y a eu beaucoup de dérogations. Il y a eu des dérogations. Il y a eu ces dérogations étaient un peu fondées sur des palabres internes au ministère. Toujours est-il que, bon, les gens ont été longtemps dans la délégation et puis dans la dérogation. Et maintenant, il est temps de réappliquer, puisque, au fond, ce que les gens avaient souhaité, c'était d'inciter les investisseurs du bois à créer des unités de petites transformations. Apparemment, ça n'a pas pris. Ou bien les acteurs du bois en ont fait à leur tête. En tout cas, ça n'a pas vraiment pris. Et il se trouve qu'aujourd'hui, depuis avril, depuis le 9 avril, je crois, 9 mai, 15 avril, je ne sais plus, en tout cas à cette époque-là, il y a quelques mois en tout cas, ce décret reprend vie. Donc vous souhaitez effectivement interdire cette exportation de bois brut et vous souhaitez que la transformation se fasse ici? Bon, il faut se faire à l'idée qu'en réalité, avec la lourdeur des investisseurs, cette idée que le gouvernement avait eue ne sera pas réalisable de sitôt. Donc on est en train de réfléchir avec le cabinet s'il ne faut pas tout simplement proposer qu'on laisse exporter ce type de bois à cause du fait que progressivement, au fur et à mesure, les dimensions deviennent tout petites. Alors plus c'est petit, moins on a des chances de trouver une usine. Alors en attendant, après qu'on aura réglé le problème de ceux qui traînent sur les ports en ce moment, parce qu'il va falloir régler le problème de ces stocks-là, on va peut-être proposer que, ma foi, en l'état, on laisse faire. Quel est l'intérêt de la conservation de la forêt? Est-ce qu'il vaut mieux exporter le bois brut ou pas, finalement, à votre avis personnel? Oui, à la limite, c'est évident, hein, il faut traiter le bois brut sur place, puisque ça crée de l'emploi. Mais dans le cas des espèces, il y a quand même une anomalie que les gens ne savent pas, c'est que le reboisement qui se fait, soit par la SODEFOR, soit par le ministère, 90% c'est des tecs. Bon, on ne peut pas. Et le teck est un bois exotique. C'est-à-dire qu'il vient, je crois, de l'Inde ou bien de Chine, j'en sais rien, enfin de l'Inde. Or, nous avons nos essences ici qui sont en train de disparaître. Et en lieu et place, quand on demande aux gens, pour ceux qui veulent encore, pour ceux qui veulent s'exécuter,
on demande aux exploitants forestiers, quand vous coupez, il faut reboiser. Et quand les gens reboisent, c'est du teck qu'on reboise, un bois exotique. Donc il va falloir à un moment donné récupérer toutes les essences, locales, en faire une sorte de pépinière, hein, ce qui pourrait se faire déjà, pour replanter, pour faire un reboisement, mais à partir de nos essences. Voilà. Donc ce que je veux dire là à propos de l'exploitation qu'on va laisser faire, c'est vraiment les bois de teck. Hein. C'est les bois de teck, il va falloir s'en débarrasser, à la limite. Voilà. Mais vous avez dit tout à l'heure, les ministres passent, l'administration reste. Comment est-ce que vous comptez pérenniser ces différentes mesures? On a vu dans le domaine de la coercition, dans le domaine juridique, dans le domaine technique. Comment est-ce que vous comptez pérenniser ces mesures? Ou est-ce que vous vous dites, bon, je suis là pour le temps où je suis là et après moi le déluge? Non, loin de moi cette idée. Il ne faut pas oublier, bon ça c'est peut-être ma vie privée, mais je suis militant, hein, je suis militant pour la cause du pays et du peuple. J'ai beaucoup milité et je sais, selon moi, comme tout militant, un peu rêveur peut-être, nous savons ce qu'il faut hein, à la population. Et donc, en venant à ce ministère et en faisant ce qu'on est en train de faire, tout va dépendre de la pertinence hein, de la fiabilité des méthodes que nous allons appliquer. Je ne pense pas que si effectivement elles sont pertinentes et qu'elles sont payantes, je ne vois pas pourquoi mes successeurs s'amuseraient à faire sauter ça. Je ne pense pas. Pour éviter ça, il va falloir qu'effectivement, avec l'équipe, on réfléchisse sur l'efficience de ces mesures-là. Il faut qu'elles soient de telle sorte qu'on n'ait pas à les changer. Alors, il y a la question des forêts classées qui convient d'être préservées et qui sont exploitées de manière illégitime. Est-ce que vous n'y êtes pas néanmoins allé un peu fort avec le déguerpissement des planteurs clandestins au Mont Péco? Vous avez été critiqué en cela par l'organisation internationale Human Rights Watch. Bon, vous savez, les ONG font leur travail. Hein. Nous, en tant que gouvernants responsables d'une population qui a des comptes à nous demander vraiment dans l'instant, nous faisons aussi notre travail. Mais vous savez, quand on est à la tâche, il y a des choses qu'on ne voit pas. C'est tout à fait normal, donc les ONG jouent leur rôle d'alerte. Et ça, pour ça, je les en remercie. Cela étant, le gouvernement doit reprendre la main sur les forêts classées. Les forêts classées sont vitales pour la population, vous le savez bien. À cause de la biodiversité, à cause de la pluie, à cause d'un certain nombre de choses qui permettent à la population de vivre. Si le gouvernement a perdu la main, effectivement, pour des raisons diverses, on se rend compte aujourd'hui qu'il faut rattraper les choses. Et on ne peut pas parler, j'ai entendu dire qu'il fallait protéger les habitants des forêts classées. Bon, ça fait un peu contradictoire. Qu'est-ce qu'ils font dans les forêts classées? Les forêts ou... Bon, faudrait savoir. Alors, ça, c'est vraiment non négociable. Le gouvernement doit reprendre la main sur les forêts et ceux qui y sont, ils y sont illégalement, pour des raisons diverses, on les connaît plus ou moins. Donc, pour remédier à cette situation, il faut tenir compte des droits de l'homme, c'est vrai. On ne va pas déguerpir. D'abord, quand je suis arrivé au ministère, j'ai dit que je n'aimais pas ce mot, parce que ça ne reflète pas la réalité. On ne déguerpit pas les populations, on les délocalise, on les relocalise. Elles viennent de quelque part. Mais c'est bien la question qui se pose en l'occurrence, c'est-à-dire des gens qui exploitent certes illégalement des terrains, des forêts, mais qu'on enlève sans préavis et sans forcément les remettre quelque part. Bon, sans préavis, je peux vous dire catégoriquement non. Il n'y a jamais eu, pour ce que je sais des activités de la zone d'effort, il n'y a jamais eu de délocalisation ou de relocalisation sans sensibilisation. Il y a même eu une ONG qui s'occupe des animaux, là, souvent avec qui l'ONG, la zone d'effort a travaillé pour sensibiliser les populations qui sont dans ces forêts-là. Il y a même eu des contrats, en fait des conventions, des périodes, des délais et tout ça. Tout a été fait, ça on peut le prouver. Mais vous savez, les gens ils pensent que
ils bottent en touche. Quand on vient, on signe les papiers et puis que les gens tournent le dos, ils pensent qu'ils ont gagné 2 ou 3 jours de plus. Et c'est ça qui pose problème. Donc il va falloir qu'on change notre fusil d'épaule pour qu'on puisse y arriver en tenant compte justement de la dignité des gens. Parce qu'il ne faut pas non plus oublier que autour de ces forêts classées, il y a des populations locales, qu'on dirait autochtones, je n'aime pas tellement ce mot, mais des populations locales à qui on a interdit de pénétrer ces forêts. Bon, qui n'étaient pas toujours d'accord, mais bon, le gouvernement a fait un acte